Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à vous. Voici les titres de ce journal. Le phénomène des filles devenues mères sans être dans un lien de mariage est préoccupant. Il prend de l'ampleur et devient un enjeu de développement. Promotion de la bonne gouvernance, les entreprises publiques optent pour un contrôle interne. Les responsables ont fait le point de leur performance au titre de l'année 2022. Et puis le sable est devenu un enjeu économique de premier plan dans beaucoup de communes au Bénin, mais son dragage a de nombreux effets directs sur l'environnement, des impacts environnementaux pouvant conduire à des catastrophes. Merci de votre fidélité. Être à la fois fille et mère est un phénomène qui s'observe de plus en plus dans la société. Des grossesses très précoces qui compromettent l'éducation et l'avenir des adolescentes, leur faisant parfois courir des risques mortels, ce qui impacte négativement le développement. Le phénomène des filles-mères, un enjeu de développement, c'est un sujet réalisé par Christelle Diomamou, présenté par Ulvaeus Balogun. Jadis, mettre au monde un enfant pour une fille encore sous le toit de ses parents est un sacrilège. Malheureusement, aujourd'hui, des filles de 13, 15, voire 18 ans tombent facilement enceintes. On parle alors du phénomène fille-mère. Une fille-mère, c'est-à-dire une fille, c'est un enfant de sexe féminin qui est dans un processus de maturation. Elle n'a pas encore atteint toute la maturité. C'est le cas de Dame Stéphanie, tombée enceinte à l'âge de 15 ans. J'ai commencé à fréquenter un homme qui avait beaucoup plus que mon âge en fait. Il avait 29 ans et j'en avais 15. Et j'ai commencé à le fréquenter parce que je voyais en lui cette figure paternelle qui pouvait, parce que j'étais très très seule, j'arrivais quand même avec cet homme-là à me confesser ce qui ne devrait pas arriver et je suis tombée enceinte jusqu'à ce que j'ai accouché. J'allais vraiment au cou avec la grossesse et j'étais le sujet de raillerie de tous mes camarades. Comme elle, il n'est pas rare aujourd'hui de rencontrer dans les collèges et lycées des jeunes apprenantes en état de grossesse. L'année passée, nous en avons eu un troisième qui a accouché, qui allait à l'examen et qui a eu son parchemin. Dans le monde, environ 400 000 jeunes filles de 10 à 14 ans donnent naissance à un enfant chaque année selon l'Institut national d'études démographiques. La sociologie de l'éducation nous a permis de comprendre que ce que l'être humain devient dans la société est beaucoup plus basé sur son éducation. Les parents, quelle éducation les enfants ont reçue? Quelle éducation une telle fille a reçue pour que cela l'entraîne sur un tel chemin? Et l'environnement dans lequel la fille a vécu aussi. En dehors de ça, il y a la curiosité. Pour éviter de tomber dans de pareils pièges, une prise de conscience collective s'avère nécessaire. Les parents doivent prendre soin de transmettre de bonnes valeurs aux enfants. Ce que nous avons à faire, c'est d'amener les uns et les autres à prendre conscience de leurs responsabilités en ce qui concerne la sexualité. Le conseil que je vais donner aux jeunes filles, c'est juste de privilégier leur étude. Si être fille-mère est un handicap pour l'éducation et la scolarisation des filles, ce n'est pas une fatalité. Prendre l'habitude de communiquer avec ses enfants, ne pas faire du sexe un sujet tabou et prioriser l'éducation sexuelle et reproductive, voilà quelques moyens de lutter contre le phénomène de filles-mères. Les responsables des sociétés publiques béninoises font le point de leur performance au titre de l'année 2022. Réunis à la salle de conférence du ministère des Finances, ils ont fait le point de leurs activités et ont par ailleurs insisté sur la nécessité d'un contrôle interne afin de promouvoir la bonne gouvernance. Plus de précisions avec Ricardo Loïc Pekou et Yves Agoropessi.
Les acteurs des entreprises publiques béninoises réunis le temps d'une matinée pour apprécier leur performance au cours de l'année 2022. Cette revue annuelle de la gouvernance des entreprises publiques intervient à un moment où l'exécutif promeut de plus en plus la bonne gouvernance et la reddition des comptes. Contrôle interne et performance des entreprises publiques, c'est le thème retenu pour cette édition du dialogue avec les entreprises publiques. Ce thème a été choisi au regard des difficultés que nous avons rencontrées lors des rencontres et des missions de surveillance de la DGPED sur le terrain. Ainsi, au-delà de la revue de performance et de l'appréciation de l'état de la gouvernance des entreprises publiques, il est attendu que les dirigeants des entreprises publiques et les différents responsables à divers niveaux soient mieux éclairés sur l'intérêt du contrôle interne pour la gestion de l'entreprise, sa performance et également qu'ils soient mieux outillés pour sa mise en œuvre au sein de l'entreprise. La bonne gouvernance et la transparence constituent des principes cardinaux qui doivent guider la gestion des entreprises publiques. Fort de cette directive du gouvernement, les responsables des entreprises publiques se doivent d'être exemplaires et de relever les grands défis qui se dressent sur leur chemin. Les défis persistants sur lesquels je voudrais vous inviter à travailler concernent la reddition des comptes, notamment la production de l'information financière dans les délais. J'en appelle donc à la responsabilité des conseils d'administration afin qu'ils fassent preuve de professionnalisme et d'efficacité dans l'exercice de leur mission pour fournir au ministère de l'Économie et des Finances les informations financières et comptables en vue de l'approbation de leur gestion par les organes compétents. Plusieurs communications ont permis aux participants de comprendre véritablement les enjeux du contrôle interne, mais surtout le processus de sa mise en place dans les entreprises publiques béninoises. On parle du dragage de sable à présent. Il constitue aujourd'hui l'un des procédés utilisés pour l'extraction du sable, pour les travaux de construction ou pour faciliter la fluidité du transport fluvial. Mais son exploitation sauvage accentue l'érosion côtière et n'améliore guère les conditions de vie économique et sociale des populations. C'est une technique qui cause assez de dommages à l'environnement. Flavien Edia Dovonou, environnementaliste, nous éclaire. Le dragage, c'est une opération qui consiste à extraire le sable, des matériaux ou des sédiments d'un cours d'eau ou bien d'un plan d'eau. On peut procéder au dragage d'un plan d'eau lorsque le plan d'eau est comblé, lorsque le plan d'eau a beaucoup de sédiments, lorsque le plan d'eau commence par déborder. Vous savez, aujourd'hui, en plus de l'eau, qui est une ressource très utilisée, la seconde ressource naturelle qu'on utilise beaucoup, c'est le sable. Sa consommation est d'environ 15 milliards de tonnes par an. Donc, il s'agit d'un bien indispensable pour la construction. Le dragage de sable, lorsqu'il n'est pas bien fait, peut contribuer au déséquilibre de l'écosystème aquatique. Vous savez, dans un lac, par exemple, il y a des poissons et des endroits où on fait beaucoup de dragage. Quand je prends le cas du lac Nokwe, au niveau de Bonou, au niveau de Adjoum, au niveau de Soava, il y a des gens qui font beaucoup de dragage, n'est-ce pas? Dans ces endroits-là, vous n'allez pas avoir des poissons parce que l'endroit est tout le temps en mouvement, l'eau est tout le temps agitée, les poissons fuient ces endroits. Le dragage, lorsqu'il n'est pas fait dans de bonnes conditions, amène à un approfondissement du cours d'eau ou du plan d'eau. C'est-à-dire que les gens draguent jusqu'à aller à des profondeurs très élevées, ce qui fait que par endroits, vous allez tomber dans des trous au niveau de l'eau, parce que c'est trop profond. Cela peut provoquer des accidents lors de la navigation sur l'eau. Je vous propose la compilation des autres informations ayant marqué l'actualité nationale ces dernières 24 heures. La Nation en bref porte la signature de Arnaud Adadia.
Ça y est, les artisans du centre de promotion de l'artisanat de Cotonou peuvent pousser un ouf de soulagement. Leur relogement sera effectif. La construction des kiosques qui longent les rails et la clôture du Kangezo en face de la Bourse du Travail est achevée. Ces kiosques doivent servir au relogement des artisans du centre de promotion de l'artisanat de Cotonou. C'est l'heureux constat fait ce vendredi par les autorités à travers une descente sur le site à Bégamé. Suite à ce constat, la phase d'occupation et d'exploitation peut désormais démarrer. C'est ce qu'il convient de retenir. C'est dans le but d'accompagner les artisans du CPA que le gouvernement a entrepris l'aménagement d'une zone de relogement. Au total, on dénombre 226 kiosques aux normes. Il est prévu également sur le site un parking moto, 3 blocs de toilettes, un second accès au site avec aménagement d'une aire de stationnement d'une dizaine de véhicules. Le Bénin et le Ghana renforcent leur coopération pour lutter contre la pêche INN. Cette pêche est une pêche illicite non déclarée. Elle représente une menace majeure qui compromet dangereusement le développement des pêches et la gestion durable des ressources halieutiques. Elle n'épargne désormais aucun pays côtier. En visite au Bénin, la ministre ghanéenne des Pêches et celui du Bénin ont salué les actions et les mesures prises, aussi bien au niveau national que régional, notamment à travers le comité des pêches du centre-ouest du golfe de Guinée pour lutter contre cette pêche sous toutes ses formes. Le Fonds monétaire international a révisé à la hausse des prévisions de croissance du Bénin de 5,7 à 6% pour 2022. Le Bénin a performé au premier trimestre 2022. Le FMI et le Bénin sont parvenus à un accord. Le Fonds monétaire international confirme le développement économique rapide du Bénin ainsi que le respect de ses engagements dans le cadre du programme mécanisme élargi de crédit et de la facilité élargie de crédit. Consécutivement à cette belle performance, il est attendu un nouveau décaissement de 92 milliards 12 millions 480 000 francs CFA qui portera le niveau du tirage des ressources du programme à plus de 40% en seulement 6 mois de mise en œuvre sur une durée totale de 42 mois. Du Bénin, l'Égypte s'est lancé un pari ambitieux, fait passer la part des énergies renouvelables dans sa production d'électricité à pas moins de 42% d'ici 2035 contre 12% aujourd'hui. Pour y parvenir, ce pays où le soleil brille presque toute l'année compte notamment sur l'énergie solaire qui devrait représenter 22% de ce total d'ici une dizaine d'années. Dans cette usine avicole près d'Alexandrie, la société Omat suit tout le processus de développement des œufs, du tri à l'incubation artificielle pour enfin donner naissance à des poussins. Et cela demande de l'énergie. En 2020, l'entreprise a bénéficié, comme plus de 130 autres, d'un programme gouvernemental visant à développer l'énergie solaire. Cet ingénieur a aidé à la mise en place de ce projet. L'installation couvre 55% de la consommation électrique de l'usine. Cela nous permet de couvrir et de réduire la consommation électrique et les factures de l'usine, et également de réduire les émissions de CO2. Pour parvenir à l'indépendance énergétique, le gouvernement égyptien mise, comme à son habitude, sur les méga-projets. Ici, à Benban, au sud du pays, se tient la plus grande centrale solaire d'Afrique. Des centaines de milliers de panneaux photovoltaïques étalés sur 37 km² de désert avec une capacité d'1,5 gigawatt, de quoi alimenter 420 000 foyers. Pour construire et gérer les centrales, l'État fait appel au secteur privé. La société de Bruno Bernal, qui a supervisé une partie de la construction de Benban, a des projets partout dans le monde. En plein développement, l'industrie du solaire connaît des difficultés administratives auxquelles il a dû se confronter. Nous avons eu quelques difficultés, particulièrement pour faire venir des composants depuis l'étranger. Les douanes ont été vraiment très compliquées. Nous avons mis trop de temps pour importer. Les taxes n'étaient pas très claires, mais nous avons réussi malgré tout à monter un projet.
Malgré ces difficultés, l'Égypte continue de croire au développement du secteur et compte même exporter son énergie jusqu'en Europe. Et voilà qui vient mettre un thème à ce journal, à revoir sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci à vous de l'avoir suivi.